Mesdames et messieurs, bienvenue sur Confidentiel. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Désiré Mbok, qui est le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, le GABAC. Avec lui, on va revenir sur toutes les méthodes qui sont employées par cet organisme-là pour doter la sous-région de règlements pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Monsieur Désiré Mbok, 16 ans après la création du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, quel bilan pouvez-vous tirer de son action? 16 ans après l'existence de GABAC, il faudrait d'abord dire qu'après à peu près une dizaine d'années ou bien une douzaine d'années de somnolence, le GABAC a commencé progressivement à se donner des instruments de visibilité. Donc au plan institutionnel, le GABAC a énormément légiféré ces 3 dernières années. Au plan de l'assistance technique des États, le GABAC a énormément accompagné les États dans la compréhension de ces nouveaux phénomènes qu'on appelle, qui sont nouveaux pour nous mais qui sont anciens pour les autres, ce que c'est que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Toutes choses qui ont fait que, de plus en plus, à l'issue des évaluations mutuelles que nous avons faites, d'évaluations mutuelles étant la mesure du dispositif, du dispositif juridique des États sur la lutte contre le blanchiment des capitaux à un moment bien précis. Donc, toutes ces actions-là ont fait que les États ont de plus en plus commencé à comprendre quels étaient les enjeux et ce qui était effectivement attendu d'eux. Parmi les choses les plus que nous pourrions citer, c'est la traduction la livraison au public d'un document communautaire pour la première fois de l'histoire de la communauté dans 3 des 4 langues officielles du GABAC. Nous avons donc, dans le dernier règlement que nous avons mis à la disposition du public, règlement portant prévention et répression du blanchiment d'argent en Afrique centrale, nous l'avons traduit en anglais et en espagnol pour tenir compte de la spécificité linguistique d'au moins 2 pays de la sous-région, c'est-à-dire le Cameroun qui est un pays bilingue et la Guinée équatoriale qui est un pays hispanophone. Toutes ces petites mesures-là ont rendu, nous semble-t-il, le GABAC un peu plus visible, ont permis aux États de contribuer davantage de par leur participation à la mise en œuvre de ce qu'ils avaient déjà mis en place, de telle sorte qu'aujourd'hui, le GABAC ne compte pas un seul pays qui ne s'engage véritablement. Et l'autre conséquence, c'est l'engouement de plus en plus positif, de plus en plus large de la présence des membres au niveau à la plénière qui est la leur. Peut-on avoir, M. Mbok, une évaluation du volume des flux financiers blanchis en Afrique centrale chaque année? Pour parler du volume des flux financiers blanchis, il faudrait commencer par savoir qu'on ne peut blanchir de l'argent que si on a commis une infraction sous-jacente. Parce que généralement, il est coutume de penser qu'on ne blanchit que l'argent qui est issu des détournements de fonds, qui est issu de la corruption. Mais on blanchit de l'argent. Blanchir de l'argent, c'est de donner un aspect licite à des sommes qui auront été acquises de manière illicite. Donc cela peut être le fait de la vente de drogue, ça peut être le fait du trafic des êtres humains, ça peut être le fait de la cybercriminalité, cela peut être le fait de la grande escroquerie. Au Cameroun, on parle de faits manières. C'est quand on a commis une infraction sous-jacente que l'on peut blanchir l'argent, c'est-à-dire blanchir le produit du crime. Ceci dit donc, il faut se dire que on ne peut répondre à la question que vous posez que si on a les jugements qui ont été posés, les jugements qui ont été faits par les magistrats. Parce que les cellules de renseignement financier, autrement appelées les ANIF, ont pour mission, parce que je crois que c'est à ça que vous faisiez allusion, ont pour mission d'exploiter ce qu'on appelle les déclarations de soupçons. Une banque ou bien une institution financière ou bien un assujetti va remettre à l'Agence nationale d'investigation financière une déclaration de soupçon. J'ai un client qui, bon mois, mauvais mois, a l'habitude de gérer dans son compte à peu près 1 million, et puis bon, ça fait depuis quand même 2 ou 3 mois, et il reçoit des virements dont nous ne pouvons pas nous expliquer forcément l'origine. L'ANIF va se saisir de ce dossier, va traiter l'information sur la base, en se fondant sur sa base de données, en se fondant sur des requêtes qu'elle fait au niveau de l'international. Une fois que tous ces chiffres-là sont consolidés, elle remet donc l'information aux juridictions. Et pour préserver la présomption d'innocence, tant que
les juridictions ne se sont pas encore prononcées, alors l'information qui a été donnée par l'ANIF n'est qu'une information. Et nous connaissons un autre problème. Je vais répondre à votre question. Hein. Nous revenons à un autre problème, c'est que, pour revenir à la première question que vous avez posée, les magistrats qui n'ont pas été formés à cette infraction qu'on appelle le blanchiment des capitaux restent dans un schéma purement ancien où, une fois qu'on a arrêté quelqu'un pour détournement, pour escroquerie, la mettre cette personne en prison sans enclencher donc une procédure en blanchiment des capitaux. Toute chose qui rend un peu difficile la réponse à cette question-là. Maintenant, les flux financiers repérés, et c'est ce qu'on appelle les flux financiers qui sont donc traités par les agences nationales d'investigation financière, en attendant que les juges dépatouillent ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, les flux financiers sont importants. Et je ne vous mentirai pas en vous disant qu'ils relèvent de centaines de milliards de francs CFA. Mais on reste toujours dans le cadre de la présomption d'innocence. L'ANIF ne fait pas d'enquête contradictoire. Et travaille sur la base de l'enrichissement d'informations obtenues dans son bureau. C'est le juge qui, chargé de dire le droit, démêle donc le vrai du faux de ce que les ANIF ont dit. Donc, je réponds avec prudence à cette question-là, n'est-ce pas, parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui... voilà. Quels sont les liens que l'on peut tracer actuellement entre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent? Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va arrêter un terroriste, ok? On va le juger. Je n'ose pas parler des méthodes qui sont un tout petit peu musclées de nos amis. La personne va dire que non, je ne suis pas seul, il y a tel autre. On va arrêter les personnes qui sont supposées être dans le coup. Alors, les magistrats vont s'arrêter au fait d'actes terroristes. La culture que nous essayons maintenant d'inculquer aux différents corps judiciaires, c'est de leur dire, si vous arrêtez quelqu'un pour des faits d'actes terroristes, vous n'avez fait que la moitié du chemin. Il faudrait que vous alliez plus loin pour savoir comment est-ce que ces actes terroristes ont été financés. Et là encore, on revient à la cellule de renseignement financier, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une coopération étroite entre les différents services de renseignement et la cellule de renseignement financier. Parce que ce sont les seuls qui, à partir de leur réseau qu'on appelle le réseau du groupe Edmond, peuvent apporter une réponse à cette question-là. C'est-à-dire, ok, d'accord, on a arrêté M. Mbok, il est soupçonné d'actes terroristes et tout ça, là, mais bon, on ne peut quand même pas le condamner, il faudrait quand même que nous sachions qui est derrière. La cellule de renseignement financier va donc se saisir de la réquisition généralement du procureur de la République ou bien du commandant commissaire de gouvernement, va se saisir de cette enquête-là et sur cette base-là, va interroger le réseau mondial des cellules de renseignement financier du groupe Egmont. Le tout premier article de cette charte dit « Les membres du groupe Egmont ont le devoir impératif de partager l'information ». Dans ce cadre-là, les cellules de renseignement financier, pour autant qu'elles aient des informations sur ces personnes-là, vont revenir vers la cellule. Quand on dit, ok, d'accord, on a des traces, il est en relation avec telle personne, de tel jour, l'argent est parti à tel endroit et aller à tel endroit. Donc, ça permet donc de connaître le réseau et de connaître les circuits financiers. Je prends un exemple pour terminer. 30 jours après les attentats de Paris, je dis bien 30 jours après les attentats de Paris, parce que la cellule de renseignement financier de France avait été exploitée au maximum. Quand nous avons eu le débriefing toujours à Paris, nous savions quels étaient les circuits que l'argent avait été emprunté. Le rôle, ce que nous essayons donc de faire en ce moment au niveau du GABAC, c'est d'amener les autorités à s'intéresser pas seulement aux actes terroristes, mais également à leur financement. Vous venez de tenir ici à Douala, au Cameroun, une session du groupe d'action contre le blanchiment d'argent. Quelles sont les principales recommandations que l'on peut retenir? Il fallait adopter une série de textes. Il fallait adopter le manuel de procédure d'évaluation mutuelle pour le second cycle. Je vous ai dit tantôt que l'évaluation, c'est de mesurer la qualité du dispositif juridique d'un État en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il fallait adopter ce manuel de procédure pour essayer de s'arrimer aux nouvelles recommandations. Ce texte a été adopté par la plénière. Il fallait adopter une directive
portant création dans chacun des États d'un organe de coordination des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui est un instrument de mise en œuvre des procédures que nous avons adoptées. Il fallait adopter, et ça a été fait, le règlement intérieur, n'est-ce pas, du GABAC, et il fallait adopter le plan stratégique pluriannuel du GABAC 2017-2021. Et enfin, il fallait adopter les états financiers du GABAC pour l'exercice 2015 et adopter le budget, le programme d'activité 2017 et le budget qui l'accompagne. Merci, M. Mbok, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale.